La Direction générale des impôts et des domaines rappelle aux contribuables que l'échéance de paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, dû au titre de l'année 2024, est fixée au 17 février 2025. Les contribuables concernés sont priés de se rapprocher du centre fiscal compétent, selon leur situation, et de s'acquitter de leurs obligations de paiement avant l'échéance fixée. Les services de la DGID restent mobilisés pour faciliter aux contribuables l'accomplissement de leurs obligations. Pour plus d'informations, veuillez appeler au numéro suivant 78 831 11 11, 78 851 11 11. La DGID, toujours plus proche pour mieux vous servir. Ça ma mère la clé Morgan Siman, ça ma mère la clé Morgan Siman, amna vitamine ak calcium, télé yore jawate, jëlal sa yëf la di nga am doole. Ça ma mère la clé Morgan Siman, la clé Samane, Morgan Siman, Morgan Siman, la clé Samane, la clé Morgan Siman. iRadio mi ngi riir ñëpp déglu ko iRadio la bu bees gaa yi get leen ko Sénégal ak li ko wër beneen FM bu bees iRadio agsi na bidéo bu bees. La souveraineté nationale à l'épreuve des décisions de l'administration Trump, la situation économique et financière du pays, quelle lecture en faire? Que reste-t-il de Cheikh Anta Diop? Pour aborder toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 9 février 2025 Mamadou Wane dit Mao, sociologue, et Abdourahmane Gaïdé, historien et écrivain. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 9 février de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop. Dimanche 9 février 2025, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps. Avant de démarrer cette émission, nous souhaitons la dédier à l'un des Sénégalais les plus éminents qui a fêté son anniversaire 47e, je pense bien, de sa mort. C'est Cheikh Anta Diop, qui a marqué des générations et des générations d'intellectuels africains et qui continue à travailler avec ses écrits pour la liberté du monde noir. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes donc avec Mamadou Wane dit Mao, sociologue, qu'on ne présente plus aux Sénégalais, Abdourahmane Gaïdé, historien et écrivain. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Donald Trump a pris des mesures en fermant l'USAID. Des milliers de fonctionnaires sont pratiquement à la rue aux États-Unis et en Afrique. L'impact dans nos pays est déjà ressenti avec le MCA qui devait faire de l'électricité au Sénégal. C'est des milliards de francs CFA qui sont en jeu. Les ONG elles-mêmes sont touchées par cette mesure prise par Donald Trump. Mamadou Dimao, la souveraineté nationale dont on parle au Sénégal, comment l'analyser à l'aune des décisions de Donald Trump? Bravo. Alassane, je vous remercie. Je remercie aussi votre radio. Merci. Je salue également tous vos auditeurs et en même temps l'imminent professeur là, qui est en face de moi. Abdourahmane Gaïdé. Oui, Gaïdé. Bon, mais moi je pense que les mesures prises, à mon avis, par le nouveau pouvoir d'extrême droite, il faut faire une caractérisation politique aux États-Unis. La question que vous posez fait partie d'un ensemble de mesures qui portent des coups à l'État profond. Et c'est toute l'idéologie véhiculée par les oligarchies financières, milliardaires, qui ont pris le cœur de l'État et qui avaient un programme de ce qu'ils appellent, entre guillemets, réduire l'État à sa plus simple expression. Et je pense que
aujourd'hui, ce qui s'est passé aux États-Unis, en fait, c'est le retour en conservatisme, c'est le retour à ce qu'ils appellent tout ce mouvement-là, Make America Great Again, parce qu'ils ont perdu le monopole, le leadership économique face à la Chine. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, Lénine le disait, hein, l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme. Et qui dit impérialisme parle du capital financier. Et les États-Unis étaient le leader mondial au plan économique. C'est qu'ils ont perdu. Et en même temps, la gauche, entre guillemets, américaine, hein, dont l'expression de gouvernance s'est passée par le Parti démocrate, n'ont pas répondu aux attentes face à cette crise aux classes moyennes et surtout les classes laborieuses. Ils ont beaucoup joué sur le logiciel de transformation de société, hein, en essayant de faire la promotion du genre, par exemple. Mais le retour à un conservatisme aux États-Unis ne veut pas aussi... Bon, aujourd'hui, il y a toute cette politique, c'est comme je disais, le train de mesure, hein, le renvoi massif d'immigrés, alors qu'eux, ils viennent de l'Europe et ils sont venus massacrer les Indiens. Ils sont venus, ils ont construit leur économie sur la dette de sang, de travail des esclaves noirs. Donc toute leur aide en dernière analyse, c'est un retour. Ouais. Ils doivent payer l'Afrique. Donc pour revenir, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est clair, vous l'avez dit, ça va toucher le courant. Je préfère utiliser le courant qui est plus commun. D'ailleurs, oui. Le PM, il a utilisé courant, hein, au lieu d'électricité. Et en même temps, d'autres secteurs. Sur la santé. La santé, l'éducation, bon, ensuite les ONG. Ça prouve aujourd'hui la dépendance de notre pays et de beaucoup de pays d'Afrique, parce qu'ils ont touché aussi l'Afrique du Sud. Absolument. Dépendance en système néocolonial, en système impérialiste mondial, et ils nous font du chantage. Mais heureusement que le Sénégal, la rupture à partir de la révolution de mars 2024, a pour repositionner la question de la souveraineté nationale, la question de la souveraineté panafricaine, d'où le lien avec le professeur Cheikh Anta Diop, à qui je rends hommage. Oui. Cette situation aujourd'hui, est-ce qu'elle était prévisible? Est-ce que les États africains n'ont pas laissé leur souveraineté entre les mains des capitales internationales, jusqu'à ce qu'aujourd'hui qu'ils soient surpris par ces mesures qui sont prises? Merci d'abord de me permettre de me prononcer sur des questions qui traversent nos sociétés et le monde dans son entièreté. Je crois que l'élément premier sur lequel moi, en tant qu'historien, je dois insister, c'est cette idée de souveraineté qui encore revient dans nos discours et qui aurait dû être réglée depuis très longtemps. Parce que je ne pense pas que la souveraineté soit une revendication permanente de génération en génération. Une souveraineté, elle s'acquiert une seule fois et elle ne se demande plus. Et puis, si vous voyez l'impact que le retrait des Américains peut avoir dans nos vies quotidiennes, c'est que les trois secteurs les plus importants et qui fondent même la souveraineté. Courant, c'est l'énergie. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas communiquer avec votre public. La première chose. Et c'est la santé. Mais si la population n'est pas saine, on n'a pas de travailleurs. L'éducation, le socle de la chose.
Et vous avez conclu justement avec quelqu'un qui nous a appris ce que c'était la souveraineté. Cheikh Anta Diop nous a démontré qu'est-ce que c'était la souveraineté, d'abord en tant qu'ontologie et en tant qu'ensemble. Mais si toutes ces leçons historiques n'ont pas été assimilées par nous-mêmes, comment pouvons-nous toujours revendiquer notre souveraineté? Il faut que nous ayons, je crois, sans prétention de ma part, plus de sérieux par rapport à nous-mêmes. À partir d'aujourd'hui, peut-être. Moi, j'ai 63 ans. J'ai toujours entendu la revendication pour que nous soyons souverains. Depuis 63 ans, j'entends ça. Mais aujourd'hui, le monde qui est là et qui est arrivé doit avoir, nous devons avoir un œil plus important pour que nous soyons, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à toujours, souverains, désormais. Sinon, les générations qui arrivent vont toujours demander la souveraineté. Alors que la souveraineté doit être acquise une seule fois pour toutes. C'est comme la liberté. Je suis libre jusqu'à la fin de ma vie. C'est fini. Et entre parenthèses, en venant tout à l'heure à la radio, je suis passé devant la clinique Providence. C'est important. Et nous sommes au sein de cette République. Au sein de cette République, nous sommes devant un berceau. Cela signifie quelque chose. Il y a une forme de renaissance, même symbolique, à l'intérieur de la République sénégalaise, qui doit réveiller tous les Sénégalais. Parce que nous avons un bébé à gérer. Au sein de la République, nous avons un bébé à gérer. Oui. Symbolique, oui. C'est très symbolique. Donc, il y a une forme de renaissance à l'intérieur de la société qui doit être capturée par nos intelligences et transformée en quelque chose qui galvanise davantage la société. Pas seulement pour revendiquer ou réagir par rapport à, mais s'appliquer à. Maintenant, je m'applique à. Je ne regarde, puisqu'on nous a dit, le Premier ministre l'a dit, qu'on ne peut pas se développer avec l'aide extérieure. Et c'est une vérité coranique qui a été démontrée par toutes les disciplines, qu'elles soient historiques, qu'elles soient mathématiques, qu'elles soient physiques. Mais pourquoi souvent le discours est en décalage avec la réalité des faits? Depuis 63 ans, on parle de souveraineté, depuis Senghor, un peu partout, la liberté de l'Afrique, mais on est toujours tributaire de l'extérieur. Non, mais c'est-à-dire que, bon, on parle de souveraineté depuis Senghor, mais dans la réalité, tout était fait pour qu'on n'ait pas la souveraineté. Parce que là, au cœur de la souveraineté, c'est le contrôle de nos ressources, c'est le contrôle du mode de production, c'est le contrôle de l'économie. Le cœur de la souveraineté, c'est clair, il y a l'idéologie, les systèmes politiques, mais comme disait Karl Marx, il y a un déterminisme, l'infrastructure qui détermine la superstructure. Et si, maintenant, l'économie, prenons l'exemple du Sénégal, la Côte d'Ivoire et tout, on est passé d'une économie de Morel et Prom, Petersen, Vézia, les comptoirs bordelais, qui était le cœur de la traite négrière ici au Sénégal. Et n'oublions pas plutôt que le Sénégal, c'est 3 siècles de colonisation. Donc, le système colonial qui s'est nourri avant de la traite négrière, ce système-là détermine le politique, les institutions politiques. Donc, à mon avis, jusqu'en 1960, c'est la maison de commerce, le Charles Galanca et tout, qui contrôlait l'économie de ce pays. Il y a eu une sorte de résistance avec Mamadou Dia, à qui je rends hommage également, qui a essayé, l'aile gauche de l'UPS, qui a essayé de repositionner le socialisme, bon, même Senghor qui parlait du socialisme africain, mais qui ne faisait pas du socialisme. Mamadou Dia,
qui a libéré la paysannerie à travers les coopératives, avec aussi un système d'État basé sur la planification, etc., a été combattu par ces forces économiques, parce qu'il touchait les intérêts du capital français. Donc, on ne pouvait pas, on avait ce semblant de souveraineté politique avec des indépendances dans un cadre où on a éclaté l'Afrique. On a éclaté complètement l'Afrique pour rendre nos États petits et dépendants du système néocolonial français. Donc, pour revenir, pour moi, on n'a pas eu la souveraineté. Durant toute la séquence du parti UPS, etc., socialiste, entre guillemets, parce que le socialisme, tu ne sais même pas où tu vas arrimer ça, sur la social-démocratie, la troisième internationale, etc., etc. Il n'y a pas. C'est une confusion idéologique, c'est juste de la cosmétique. Oui. L'appellation non contrôlée. Mais aujourd'hui, comment tirer les leçons de tout ça? Bon, je viens juste. Ensuite, vous avez eu toute cette séquence néolibérale qui n'a pas libéré le Sénégal du marché économique et de dépendance. Ici, les gens dépendent de l'aide extérieure. Dépendent. Regarde la tragédie que ça crée déjà. Alors que pour moi, le Sénégal, si aujourd'hui on est dans la réduction des comptes, il y a une exigence de réduction des comptes. On a dilapidé les fonds publics. Si on récupérait cet argent-là, bon, le courant s'est évalué à 300 et quelques milliards. Or, ce qui a été spolié, ce qui a été volé par ce que moi j'appelle la lumpen bourgeoisie d'État qui a capturé l'État pour s'enrichir individuellement et enrichir leur caste. Si on récupérait ça, on n'a pas besoin de 300 et quelques milliards pour notre courant, comme vous dites. Si on renégocie les contrats de pétrole et de gaz, le prix même du courant va baisser, mais il faut le renégocier. Absolument. Sur la base de la souveraineté, ça veut dire quoi? C'est la base du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, il y a deux modèles économiques qui dominent le monde. Le modèle chinois, qui est parti du capitalisme d'État, après la révolution culturelle et l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, qui sont revenus à ce qu'ils appellent l'efficacité économique, qu'un chat qui soit noir ou blanc pourvu qu'il attrape la souris, Absolument. et qui a positionné la Chine aujourd'hui comme deuxième puissance économique, même la première puissance économique. Les États-Unis perdent ça. Même en misant sur l'éducation et la science. Exactement, mais en misant aussi sur les forces productives. Absolument. En misant sur l'étatisation des secteurs clés de l'économie, mais en laissant aussi les initiatives privées. Et c'est un pays qui offre un modèle. La Chine n'est pas une puissance impérialiste. La Chine, ça fait plus de 500 ans qu'elle n'a pas connu fait la guerre. Alors que les États-Unis perdent, premièrement. Deuxièmement, et puis il y a d'autres pays qui arrivent, comme l'Inde, etc. C'est pourquoi ils se ressentent. Et en disant, bon, toute cette aide humanitaire, on va supprimer ça. On revient à du business. En oubliant qu'ils ont une dette humanitaire par rapport au monde. Ils ont une dette de réparation par rapport au monde. Donc, à mon avis, pour revenir, comme vous dites, pour avoir cette souveraineté, il fallait une libération politique. Et la libération politique, réellement, au Sénégal, le traceur de la libération politique du Sénégal, c'est la révolution de mars 2024. Avec l'arrivée au pouvoir du tenant d'une idéologie et d'un projet politique qui fait la synthèse entre Mamadou Dia, le professeur Anta Diop, le Nkrumah, et en même temps les Thomas Sankara, etc., les Patrice Lumumba. Et vous voyez ce mouvement souverainiste qui a gagné le Mali, qui a gagné le Burkina Faso, qui a gagné le Niger, même si le mode de prise de pouvoir n'est pas le même. Le Sénégal, c'est un mode de prise de pouvoir démocratique. Donc, à mon avis, c'est maintenant qu'il y a, en tout cas,
dans les intentions et dans quelques mesures, à mon avis, ce qu'on appelle des actes, des processus qui vont conduire à la souveraineté. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde faire, les États-Unis qui veulent partir, comme il l'a dit Mao, pour laisser la place, est-ce que la Chine ne risque pas aujourd'hui de prendre cette place, les Russes, de retomber, de quitter les gens et de tomber dans les bras de Paul? Bon, Il n'y a pas ce risque? Je crois que le doyen a bien résumé toute l'idéologie qui caractérisait notre monde. Maintenant, je crois que nous sommes entrés dans un monde où il y a une autre forme d'idéologie qui est en train d'apparaître et qu'on ne saisit pas. Et qui fait que nous pouvons penser, et il a dit d'ailleurs que la Chine n'avait pas d'intention impérialiste. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on rêve trop. Tout à l'heure, nous avons débuté par une idée de dire que ce n'est pas l'aide en tant que telle qui peut nous permettre d'avoir cette souveraineté que nous cherchons. Si nous voulons chercher la souveraineté par rapport à l'Occident, nous devons aussi chercher notre souveraineté par rapport aux nouvelles puissances qui arrivent. Ce n'est pas seulement la Chine, mais il y a la Turquie. Et de plus en plus, l'Inde est omniprésente dans les affaires du monde. Ce qui signifie qu'il y a une possibilité certainement de diversification des partenaires, mais est-ce qu'on peut, à partir de la diversification aussi, surveiller réellement ce que nous souhaitons, la souveraineté? Et je crois que cette souveraineté ne peut advenir que quand notre bourgeoisie nationale, si elle existe, prenne aussi en compte qu'elle a un rôle à jouer dans l'économie de nos pays. Il faut se dire la vérité, puisque nous avions au départ, nos milliardaires, généralement, étaient issus de gens qui n'ont pas été à l'école et qui ont donc travaillé profondément pour accumuler un capital économique qui dépasse même les limites de nous qui avons été à l'école. Mais depuis, je pense, 2000, depuis 25 ans, les milliardaires que je vois sont issus de la bureaucratie. De la bureaucratie. Et nous tous, d'ailleurs, tout le monde aspire maintenant à devenir milliardaire, puisque l'unité de mesure même de l'argent a changé. Et on ne parle plus de 500 francs, on parle de 1000 francs maintenant. Et 500 francs presque n'existe plus. Donc, ce qui signifie que je crois que l'élément fondamental, c'est de renforcer d'abord le mouvement souverainiste, entre guillemets, qui est en train de se développer en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale, et de le renforcer plus en l'africanisant davantage pour que nous puissions avoir une voix. Parce qu'en réalité, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui me semble être transformé en grand jouet. Et que chaque pays a son propre jouet sur lequel il joue pour nous faire aussi jouer notre rôle. Puisque le retrait, par exemple, de l'USAID, quand je le transfère avec ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, je me dis que Trump est en train de jouer au baby-foot. Il retire ces éléments, il met le chaos quelque part et il repart sur un autre territoire qui est la Palestine. Nous sommes en train de voir d'autres choses qui sont en train de se produire par rapport à ça et qui peuvent être plus graves encore que ce que nous sommes en train de vivre économiquement dans nos pays. Donc je pense qu'il y a une ouverture d'esprit que nous devons avoir et ne pas tomber dans le piège de celui qui nous dit je fais avec vous, vous gagnez, je gagne. Par exemple, toutes les publicités maintenant c'est win-win. Bien, win-win dans ce monde n'existe pas. Il faut gagner soi-même et revenir de manière plus intelligente sur les leçons historiques qui ont été laissées dans ce pays. Il a rappelé tout à l'heure
le rôle de Mamadou Dia dans la paysannerie, une étude extrêmement importante et sociologique avait été faite qui rendait compte de la réalité profonde de ce qui se vivait. Et c'est ça qui manque dans nos pays maintenant. On ne repart plus à l'intérieur de nos pays pour revoir le rythme du pays qui est en train de se produire. Puisque nous vivons à notre rythme. Moi, quand je suis à Dakar, je suis dans un autre rythme qui me détache complètement de la réalité que nous sommes en train de vivre. Donc, il faut que nous revenions à la réalité, que nous nous battions sérieusement pour asseoir une forme de souveraineté qui puisse profiter à l'ensemble. Et une souveraineté ne peut pas se faire si on n'a pas d'argent. L'économie est extrêmement importante et la bourgeoisie nationale doit se réveiller davantage pour participer à ce que nous sommes en train de vivre et que nous souhaitons tous vivre, que la clinique Providence puisse nous produire de nouveaux esprits qui vont prendre en charge l'ensemble des leçons que ce pays donne au monde, donne à l'Afrique de l'Ouest. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps qui reçoit Abdrahmane Gaïdé, historien et écrivain, Mamadou Wane di Mao, sociologue. Mamadou Wane, est-ce qu'on peut parler de souveraineté si on n'arrive pas à produire, à nourrir sa population? Que la première chose d'abord, c'est de produire, de nourrir sa population. Le Sénégal a de l'eau, a du soleil, a des terres, mais on compte à importer 1030 milliards de francs CFA par an de produits alimentaires. Oui, je suis d'accord avec vous. Même la souveraineté alimentaire, si vous n'avez pas la révolution industrielle pour que ce que vous produisez ici, vous les transformez, vous avez un problème. C'est clair. Un pays où il n'y a même pas... si votre bobo est déchiré, hein, l'aiguille, il n'y a pas une usine. À ce que je sache. Les cure-dents sont importés de Chine. Exact. 6000 km. Exact. Donc, bon, mais moi, je ne vais pas dire qu'on doit tout fabriquer ici, parce qu'aussi, il y a ce qu'on appelle la division du travail. Bien sûr. Mais l'essentiel, comme vous dites, nous devons le faire. Mais pour le faire, il faut un projet politique. Il y a eu toujours du soleil. Le soleil, c'est le même, hein, sous Senghor que Bien sûr. Sous Diomaye. Le soleil n'a pas changé. Bon, il faut le transformer. Exact. Mais il n'y avait pas ce qu'on appelle la volonté politique. C'est très important. Il faut une volonté politique. Il faut, même ce qui se fait aux États-Unis, ils le font au nom, entre guillemets, de leur patriotisme, mais qui n'est pas le même. Nous, notre patriotisme et notre souveraineté, c'est pour nous libérer, alors qu'eux, ils réclament ça pour reprendre leur place de leader mondial qu'ils ont perdu à jamais. C'est terminé. Ils ne peuvent plus dominer le monde comme ils le dominaient. Et même leur première mesure d'augmenter les droits de douane, ils se sont rendus compte. S'ils augmentent à 25% contre le Mexique, contre le Canada, etc., ça va leur pénaliser. Les prix vont augmenter. Il y aura une inflation aux États-Unis. D'ailleurs, ils ont dit, ça me rappelle, toutes ces mesures en disant, oui, le peuple, vous allez souffrir. Entre guillemets, nous, ici, notre peuple n'est pas préparé. Comment le préparer? À accepter ce sacrifice, parce qu'il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup d'inégalités sociales. On ne peut pas encore demander aux classes laborieuses, éjectées, marginalisées, encore un effort. L'effort, c'est, comme on dit, les classes qui se sont enrichies, la minorité, dont la bourgeoisie comprador, Antonio Gramsci, et la lumpen bourgeoisie, qui a pris l'État. Ils sont partis de rien, ils ont pris l'État, et à partir de là, des mécanismes d'enrichissement. Et ils disent que personne ne doit leur toucher au nom de, je ne sais pas quoi, de certains principes que moi, je ne crois pas du tout. Par rapport, par exemple, le principe de présomption d'innocence, je suis d'accord. Mais il y a des infractions. Quand vous touchez les ressources publiques, parce que comme vous dites, il a dit, il faut l'argent. Et nous, le peu de ressources publiques, si c'est une minorité qui s'accapare, quelque part,
il y a 2 ans, 3 ans, il y a 5 ans, les gens qui ont eu des milliards, c'est depuis l'époque de la manufacture. Des familles industrielles, depuis l'époque de la manufacture. De la révolution industrielle du capitalisme qui est passé par l'Angleterre. Là, mais là, tout d'un coup, on entend telle personne devenir milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a un mécanisme politique qui l'a rendu. Et dès que tu touches le dossier, on te dit que le dossier, il est politique. Ça veut dire, mais tu t'es enrichi politiquement. Pourquoi on ne doit pas politiser le dossier? Parce que si tu t'étais enrichi par un mécanisme privé, personne ne t'aurait dit quelque chose. Tu vois? Personne. Donc, pour revenir à votre question, à mon avis, cette souveraineté, c'est nécessaire. Par exemple, la souveraineté alimentaire, c'est un combat qu'il faut gagner. La souveraineté énergétique, comme il a dit, même pour booster la révolution industrielle, il faut le courant. Ouais. Lénine disait que le socialisme, c'est l'électrification de tout le pays. Les soviets ont commencé par ça, à mon avis. Donc pour moi, c'est fondamental qu'aujourd'hui, que le Sénégal puisse... On a les moyens, mais pour ça, il faut passer par les trucs des Émirats. On a du gaz et du pétrole. Et on commence déjà les premiers barils au Sénégal, etc. etc. Il faut, comme ils font aux États-Unis, il faut en faire une monnaie. On a du gaz. Et la crise qu'il y a eu, la guerre de l'Ukraine aussi, pose la question de la crise de l'approvisionnement en gaz. C'est pourquoi ils vont tout faire pour arrêter cette guerre. Trump l'a promis. Oui. Bon, il l'a promis, mais l'autre lui a dit les terres... ils ont compris tout de suite que c'est des businessmen. Ils leur ont dit, les terres riches là, venez prendre ça. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais pour revenir, à mon avis, il faut qu'on gagne d'abord. Parce qu'il faut planifier. La souveraineté, c'est par pilier. Quel est le premier pilier? Quelle est la méthodologie de recouvrement de nos souverainetés? En passant des slogans politiques, de l'idéologie qui est nécessaire, à ce qu'on appelle la méthodologie. Quels sont les mécanismes par lesquels vous passez, vous touchez? Vous n'avez pas besoin de soulever tout. Mais si vous touchez la question, vous réglez la question de la souveraineté alimentaire, et vous réglez la question de la souveraineté, disons, industrielle, etc., vous permettez de toucher des leviers stratégiques qui en même temps vont, c'est comme l'histoire de boule de neige, toucher les autres. Il faut faire domino. Ouais. Mais jusqu'à présent, moi je pense qu'il y a le programme, ce qu'on appelle le logiciel de politique publique, l'agenda. Mais tout le monde a des agendas 2030, 2050, 2000 machin, etc. C'est très bien, c'est très bien. Mais à mon avis, il faut qu'on continue à travailler pour trouver, par exemple, quels sont les mécanismes, quelles sont les niches qu'il faut aller traquer pour récupérer, remettre ça dans les finances publiques qui ont été asséchées par un système qui prédateur. Et comment s'assurer que désormais on a un mécanisme de contrôle, y compris le contrôle citoyen de l'utilisation des ressources. Absolument. Oui, on parle de ressources. La situation économique du pays aujourd'hui, beaucoup en parlent en disant que les choses sont très dures, qu'il y a des usines qui sont en train de fermer. La preuve avec la base française qui était au Sénégal, il y a 162 personnes qui vont perdre leur travail. Chaque personne au Sénégal nourrit au moins une dizaine de personnes. Oui, vous savez, on ne peut pas avoir de la souveraineté s'il n'y a pas de conséquences. Il faut une conséquence marquante d'ailleurs dans la société qui revendique sa souveraineté pour qu'elle puisse savoir que c'est dur. Et vous avez abordé quelque chose qui me semblait être aussi important et qui est la souveraineté alimentaire et qui directement peut nous permettre de comprendre ce qui se passe actuellement. Moi qui navigue entre Toubab Dialaw et Dakar et marchant dans les villages
et écoutant la population très souvent, comme tout le monde le fait. Hein. Je ne dis pas que je suis exclusif, mais j'ai eu la chance d'habiter là-bas. Je sais que c'est très dur économiquement. Les gens sentent une forme de fatigue économique. Et ça se reflète même dans les lieux que je fréquente personnellement. Je ne le dis pas pour raconter ma quotidienneté, mais je le dis en tant que citoyen, pas en tant qu'Abdrahman qui est enseignant et qui a le salaire qui peut lui permettre. Non, je le dis puisque c'est le constat. Je fréquente un hôtel où les prix ont augmenté, où il y a un sentiment même d'absence de clientèle, de manière, tu vois, puisque quand tu commences à voir même l'image de l'économie en train de partir, tu la sens, même si tu as les moyens. Tous les prix ont augmenté et les populations elles-mêmes, je suis dans les villages le soir, j'observe comment les gens mangent. C'est difficile, c'est des choses que j'observais il y a peut-être 15 ans, mais qui ne peuvent plus être là. Parce que nous avons aussi les possibilités d'admettre que notre société doit toujours évoluer vers autre chose de plus important, d'autant plus que vous avez parlé du gaz, vous avez parlé du pétrole, et apparemment la SAR va commencer même à raffiner les premiers barils de pétrole exploité au Sénégal. Donc il y a de l'espoir qui est là. Mais le grand a dit quelque chose d'important, le projet politique, et la volonté surtout politique. Et je crois, jusqu'à preuve du contraire, je l'ai dit d'ailleurs ici une fois, il faut être logique à un moment donné dans son processus historique. Il faut accompagner les changements que nous voyons. C'est-à-dire qu'il faut être logique dans le sentiment que nous portons pour l'ensemble d'une société, l'ensemble d'une sous-région, l'ensemble d'un continent. Si on ne le porte pas réellement dans notre nation, on ne peut pas réaliser les rêves que nous produisons. Et puis il faut rêver, puisque moi, pour le rêve est important. Si on ne rêve pas, c'est qu'on est mort. Ah oui, on est mort si on ne rêve pas. Mais rêver, il faut qu'il y ait un projet pas de périodisation de notre souveraineté, mais de l'ancrer. Et je vais encore revenir sur le berceau républicain. Parce que pour le bébé actuel doit être le chemin de la souveraineté des générations à venir. Parce qu'il est né au moment où la société veut la souveraineté. Elle va grandir à l'intérieur d'une souveraineté que moi-même je n'ai pas pu bénéficier, dont je n'ai pas pu bénéficier et dont le président lui-même n'a pas pu bénéficier. Donc sa souveraineté alimentaire doit refléter la souveraineté alimentaire des bébés d'aujourd'hui. Même ces jouets doivent changer pour que nous soyons sûrs que c'est dans nos jouets même que la souveraineté se trouve cachée. Parce que les Américains, c'est avec des jouets qu'ils ont découvert le monde. C'est la fiction. Et aussi, il y a une autre chose qui me vient toujours à l'esprit. Aussi la parure, puisque nous sommes dans des infrastructures, ce que j'appelle les parures urbaines. Il faut aussi que nous soyons... La République, aujourd'hui, il y a la polygamie à la République. Donc, il faut qu'il y ait la parure aussi. Que nous puissions, dans la parure, qu'il y ait la souveraineté. Parce que nos femmes doivent être souveraines. Nos bébés souverains, ils mangent un bon blédina local et pas du tout un blédina venant de l'autre côté. Avoir des couches locales, donc c'est une industrie aussi qui va peut-être se développer. Ça, tout ça, je le dis, peut-être c'est un peu simple, mais franchement, j'y réfléchis profondément. Puisque un bébé au milieu de la République, nous sommes des Africains. Si nous revenons dans nos imaginaires africains, nous savons qu'une fille est importante. Et que née au milieu de la République, donc connaître le gable, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on le dit en Wolof, de venir
leneen ak mu fekkee benn discours la souveraineté les enfants qui sont nés en même temps qu'elle et ceux qui grandissent en même temps qu'elle doivent être souverains jusqu'à la fin de la vie et c'est nous qui devons mettre les fondements de cette souveraineté en place. Et comment faire aujourd'hui justement sur le plan économique que les choses bougent compte tenu des complaintes des populations? Bon, mais moi je pense que notre marge pour que ça bouge sur le plan économique, c'est, à mon avis, c'est tout le processus de renégociation de l'ensemble des contrats économiques. Nous avons de l'or, mais moi je ne sais pas jusqu'à présent, depuis que je suis né, l'or là, ça m'a servi à quoi? On l'a mis où? Dans l'éducation, les routes, la santé. Je ne sais pas. On a le fer au niveau de la Falémé. On a du phosphate, mais c'est resté toujours, oui, nous, on prend les matières premières qu'on transforme ailleurs, comme le disait, je n'aime pas le citer du tout, hein, Senghor, mais la détérioration des termes de l'échange, etc. On ne peut pas rester dans ce schéma. Donc pour moi, et je reste dans ma rhétorique marxiste, il faut nationaliser les secteurs clés de l'économie. Il faut garder dans les bijoux de la famille Sénélec. L'eau, là, comment ça s'appelle? l'ASDE. Oui, Sonès, la Sonès, l'ASDE. ça, à mon avis. Et le professeur le disait tantôt. Les ICS. Oui. Bon, il y a le projet de Matam, Les les phosphates, qu'on va transformer, à mon avis. C'est une très bonne chose. La pêche, on a arrêté les contrats parce qu'on nous volait. Mais c'est dur parce que le poisson va se raréfier pendant un temps. Il y a des gens, moi, quand je discute avec eux, vous dites que le peuple n'est pas préparé. Oui, bon, on n'a plus la dorade. La dorade vient de la Mauritanie. Hein. On aurait dû les laisser continuer. Parce que eux, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le patriotisme. C'est d'avoir le poisson, machin, etc. etc. Et le prix ne change pas. Moi, tous les jours, je vais au marché. Tous les jours. Moi, pour moi, le kilo de viande que j'ai acheté, le bœuf, c'est 4 000. Depuis 2 ans, c'est 4 000. L'agneau, mouton, c'est à 5 000. Bon, il y a des variations de prix. Selon les marchés. Oui, ça dépend du marché, etc., etc. Les finances publiques sont asséchées, ont été pompées. Et le président de la République l'a dit. Les marges de manœuvre budgétaires étroites, quasi inexistantes, comme il a dit. Donc pour moi, l'économie, il faut d'abord un système de moralisation, de maîtrise des dépenses publiques, de contrôle pour qu'on ne nous pompe plus. Ou en tout cas, je ne sais pas s'il y a un système à zéro, etc. Mais au moins, on sécurise l'argent public. On fait des réformes de l'État, parce qu'il ne faut pas aussi que l'État soit cet appareil bureaucratique où, bon, moi je suis pour l'État profond, mais je suis aussi pour l'efficacité. Si l'État est un mammouth bureaucratique, avec des charges salariales, pendant ce temps, comme il a dit, au bas de l'échelle, les femmes braves qui se réveillent tôt le matin pour aller vendre les légumes, etc., n'arrivent pas à s'en sortir. À mon avis, il faut revoir ça. Donc pour moi, ce que vous dites, l'enjeu économique aujourd'hui, c'est renégocier tous les contrats. Revoir l'État faire un audit institutionnel. Voir dans le système de l'État tous les services ou les directions qui n'ont pas de valeur ajoutée, les sortir. Et Cheikh Anta, dans tout ça, que reste-t-il de lui? Bon, Cheikh Anta, je pense que je ne peux pas parler de lui sérieusement parce qu'il y a des voix plus autorisées.
Mais l'une des choses que je retiens, c'est que de plus en plus, je suis un peu allergique aux célébrations. Puisque souvent, nous célébrons sans avoir sérieusement attaqué la pensée elle-même en tant que telle. Puisque sa pensée profonde doit justement être reprise en main pour accompagner cette souveraineté. Et surtout attirer l'attention sur l'universalité de son message, que ce n'est pas du tout ce que j'ai appelé dans un texte que Cheikh Anta Diop n'appelle pas un racisme panafricain localisé. Ça, je l'ai écrit dans un texte qui est paru en 2016. Donc, il faut le reprendre dans la profondeur de sa pensée, qui est celle, justement, qui nous a conduit à observer ce qu'il a fait. Le métissage. Puisque son héritage le plus important pour moi, c'est le métissage. Et d'ailleurs, il y a un autre élément fondamental. Il a introduit la chimie à l'intérieur du discours historique. Et personne ne peut en parler, parce qu'on n'a pas vu justement le métissage. Si on avait vu le métissage, on allait comprendre mieux quel est l'objectif de Cheikh Anta. Cheikh Anta n'était pas du tout raciste. Il ne parlait pas des races, puisqu'il ne les aimait pas. Mais il considérait toutes les bonnes races par leur pensée. Et je pense qu'il a rétabli quelque chose sur lequel j'ai introduit. Il a rétabli chez nous cette ontologie qui nous manquait. Et si nous ne reprenons pas donc notre propre ontologie, nous ne pourrons pas atteindre la souveraineté que nous cherchons et nous ne pourrons jamais appliquer aussi ce que nous demandons. Ce n'est pas un nationalisme étroit, mais un nationalisme patriotique qui rend compte de la réalité profonde de sa propre société et du rôle de son pays dans le monde. Parce qu'il faut le Sénégal est très important. Je ne le dis pas puisque je vis ici. Je le dis puisque c'est par expérience. Le Sénégal est très important et doit être fort dans la sous-région pour que la stabilité revienne dans cette sous-région. Et c'est le Sénégal, et c'est la tranquillité du Sénégal, du Sénégalais, qui dort bien, qui mange bien, qui nous permettra d'être tranquille en Afrique de l'Ouest et que le Sénégal sera toujours un leader dans la pensée et dans l'action. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Quand on devient l'image de quelque chose, on doit préserver cette image. Et pour la préserver, il faut que toutes les forces soient réunies dans un mouvement symbiotique qui puisse nous permettre de ne pas rêver jusqu'à casser quelque chose qui est extrêmement important, l'héritage de ce grand monsieur, là où je travaille, là où tout me permet, qui me permet de parler, l'université. Donc je ne peux pas être à l'université Cheikh Anta Diop sans avoir cette pensée profonde que Cheikh Anta Diop nous apprenait à être des panafricanistes profonds, mais avec nos différences qui nous permettent de nous rencontrer quelque part et de former une société capable de relever les défis et surtout d'éduquer son bébé. Comment Cheikh Anta peut éclairer aujourd'hui cette politique de souveraineté? Mais moi, je pense que, je le laisse au professeur, l'aspect de l'histoire. Bon, moi, je reste dans la sociologie politique. Bien sûr. Et moi, j'étais militant du RND à un moment donné, ce qui était le Rassemblement national. Donc, le projet politique de Cheikh Anta. Ça a été quand même la lutte pour le multipartisme. Et le RND a joué un rôle décisif, parce qu'à l'époque, c'était 4 courants, premièrement. Et deuxièmement, il y avait aussi cet agenda pour l'État fédéral en Afrique. Je pense que c'est très, très important. Aujourd'hui, à mon avis, l'héritage politique de Cheikh Anta, c'est d'aller vers les États unis d'Afrique. Parce qu'il faut qu'on soit aujourd'hui une puissance
une puissance. Vous l'avez tantôt dit, et je rappelle Lumumba, sa dernière lettre à sa femme, l'Afrique de demain, qui sera enseignée dans les manuels du soir. Ce n'est ni l'Afrique, commandée depuis Moscou, Paris, Washington, mais c'est l'histoire des Africains par eux-mêmes. Et ce temps-là, à mon avis, est arrivé. Et dans le discours aujourd'hui de souverainisme patriotique, parce qu'on ne peut pas les séparer, les deux, panafricains, les trois, on ne peut pas les séparer du projet de PASTEF. Je pense que c'est la reprise de l'héritage politique de Cheikh Anta, Mamadou Dia, etc. Donc, pour moi, c'est l'État fédéral. Cheikh Anta avait dit, on ne peut pas avoir de l'indépendance sans sécurité. Oui, c'est clair. Et aujourd'hui, moi, je remercie Dieu d'avoir vu un de nos rêves, le slogan qu'on lançait sur les barricades de mai 68, troupes françaises dehors du Sénégal. C'est très clair. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, et dans le projet, à mon avis, des patriotes, c'est pas seulement le départ des troupes françaises, mais on parle du départ des troupes étrangères au Sénégal, qui s'accélèrent. C'est pourquoi, bon, qu'on dise, c'est vrai, même si c'est 2 personnes qui ont perdu leur emploi, mais on va gérer ça, nous. Mais 100 qui ont perdu, j'ai vu la lettre du comment là, je ne sais pas comment ils appellent, à l'inspection du travail. J'ai lu ça. Mais nous, combien d'emplois on a perdu? Combien de Sénégalais sont renvoyés de France? Combien d'Africains sont humiliés chaque jour dans le discours politique? L'immigration, l'immigration, l'immigration. Ils sont allés même jusqu'à remettre le droit du sol, qui est le cœur. Aujourd'hui, il y a un projet de coup d'État dans le monde occidental avec l'arrivée de tous les partis fascistes d'extrême droite qui remettent en cause le droit du sol. Ils n'ont pas besoin de nous. À l'époque, ils avaient besoin de nous. Ils sont venus nous prendre comme des esclaves qu'ils ont amenés. À un moment donné, vous lisiez à l'époque le Paris-Dakar, on demandait qu'on vienne nettoyer leur ordure, etc. Les gens sont partis. Maintenant, ils n'ont plus besoin de nous. Tout le débat politique en France, oui, ils doivent partir, ils doivent marcher, etc., etc. Et hier, quand j'ai vu à Madrid l'extrême droite se réunir et qui se trompise de plus en plus, je dis que c'est le temps du recouvrement de nos souverainetés. Voilà, mais juste une chose, il faut préparer les gens. Il faut éviter que l'élite soit souverainiste, que le peuple soit détourné par les impatiences, ce que j'appelle de la petite bourgeoisie et des classes moyennes. La vie est chère, oui. Oui. Bon, la vie est dure, mais qui l'a rendu dure? C'est le système qu'on a hérité. Ce n'est pas ceux qui sont arrivés le 24 mars qui l'ont rendu dur, à mon avis. Voilà. Merci infiniment à Mamadou Wane Dimao. Merci à Abdrahmane Guédé, historien écrivain. Merci d'avoir été venu sur ce plateau de e-radio à l'ère du temps. À la technique Biran Sissé. Aussi au micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. La formation égale la vérité triomphe. amul dara ci àddina loo xam ne dañ naan bu ñu defee politique am ko amul du tur du leneen lu mu mën di doon dañuy jóg rek di def politique ndax war a taxaw képp